La seconde thématique aujourd'hui qu'on va discuter, c'est la prostitution des mineurs. Nous remercions Madame Ablancourt, référente de l'ODPE des Hautes-Pyrénées, de venir discuter avec nous sur ce sujet. Et nous recevons donc Madame Ablancourt qui discute avec Madame Fougère-Rico, chargée de mission à l'ONPE, et Émilie Cole, chargée d'études à l'ONPE. Merci. Merci Louise de nous donner la parole sur ce sujet que nous avons investi déjà depuis quelques temps. On a récemment publié, c'est la fin d'un cycle chez nous. Je propose de vous expliquer, de commencer par pour quelles raisons on a investi ce sujet. Déjà, nous étions en lien depuis au moins une dizaine d'années avec le secteur associatif spécialisé sur ces questions, qui nous alertait sur une expansion de la prostitution des mineurs. Et puis, vers la fin des années 2010, ce sont les acteurs de la protection de l'enfance, et en particulier des services départementaux, qui nous ont interpellés. Ils souhaitaient mieux comprendre ce phénomène auquel ils étaient confrontés de plus en plus, et puis essayer de connaître les possibles réponses à apporter. Je parle d'expansion du phénomène, mais la prostitution des mineurs, elle est en réalité extrêmement difficile à chiffrer, puisque c'est un phénomène clandestin, et c'est un phénomène de moins en moins visible sur la voie publique, puisque aujourd'hui se développe surtout une prostitution qui est organisée via les outils numériques, les réseaux sociaux, avec des actes sexuels qui ont lieu dans des lieux clos, c'est-à-dire des hôtels, des Airbnb, à l'abri des regards. Bien sûr, la prostitution de rue existe toujours, mais la prostitution qui se développe le plus actuellement concernant les mineurs, et pas que les mineurs d'ailleurs, je pense, est la prostitution dite 2.0, qui va concerner des jeunes français ou ayant des attaches en France, donc pas seulement, mais cette prostitution des mineurs français avec attaches en France est en forte expansion. Ce sont des jeunes qui vont fuguer régulièrement ou durablement de leur lieu de vie habituel pour participer à ce que vont appeler, et les proxénètes aussi, un plan ou un plan sous. Tout ça, c'est le même, d'ailleurs ces vocabulaires différents, c'est la même réalité qui est décrite, prostitution 2.0, plan et plan sous, décrit des mêmes modes opératoires. Sur la question des chiffres, donc le chiffre de 6 000 à 10 000 mineurs qui figure dans le rapport des inspections IGAS, IGA, IGJ que vous avez ici à l'écran revient souvent, mais c'est une estimation qui porte sur des mineurs repérés par des associations, donc ce qui veut dire qu'il y a en fait davantage de mineurs concernés. Ce qui est certain, c'est que tous les professionnels rapportent une montée du phénomène dans des proportions différentes, mais sur tout le territoire, ce qu'on comprend quand même comme une meilleure capacité à repérer. En tout cas aussi, c'est aussi lié à une meilleure capacité à repérer. Et puis les chiffres du ministère de l'Intérieur, ceux des associations, ceux de certains parquets, confirment cette augmentation du nombre de mineurs victimes, et notamment des mineurs victimes identifiés dans les procédures pour traite et proxénétisme. Ce sont les chiffres que vous avez là à l'écran. Donc le premier tiret de chiffres avec l'augmentation de près de 70% de mineurs victimes de proxénétisme recensés dans des procédures de police et de gendarmerie. Par ailleurs, vous avez des équipes de recherche qui travaillent actuellement et qui tentent d'approcher le nombre de mineurs protégés concernés par la prostitution. Donc ce sont des estimations, mais ce sont des estimations qui pour l'instant vont même au-delà des 6 à 10 000 mineurs dont je viens de parler tout à l'heure, rien que pour la population en protection de l'enfance. Et effectivement, il est important de dire que les mineurs déjà accueillis en protection de l'enfance peuvent être touchés, et ça s'explique puisque le fait d'avoir subi des traumatismes antérieurs, des violences ou des emprises va constituer un important facteur de risque. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les parcours avant l'entrée en prostitution. La recherche le montre bien aujourd'hui, et les retours de terrain également. Ces situations d'exploitation sexuelle de mineurs, elles sont très difficiles à prendre en charge, avec des adolescents qui sont souvent dans des formes de banalisation, de déni ou de dissimulation, qui peuvent être sous l'emprise de réseaux et qui n'identifient pas toujours la violence qu'ils subissent. Les établissements de la protection de l'enfance peuvent donc être confrontés, les établissements scolaires également. Ils peuvent être confrontés à des phénomènes de recrutement entre jeunes, et même quand ça n'est pas le cas, c'est un sujet qui vient mettre en tension le collectif, puisque généralement, quand des mineurs se prostituent dans un établissement, c'est su par une partie du groupe.
Donc autrement dit, comme toute problématique complexe, la prostitution des mineurs est un sujet qui va demander beaucoup de ressources si on souhaite mettre en place une protection efficace. Magali. Alors, pour resituer cette thématique dans les travaux de l'Observatoire national de la protection de l'enfance, d'abord, l'Observatoire finance et soutient scientifiquement des recherches, valorise également et diffuse des recherches sur ce thème, notamment sur le processus d'engagement dans les conduites à risque et sur les parcours de vie des individus impliqués, qu'ils soient du côté victime ou du côté proxénète. Ce sont des recherches qui sont sélectionnées par le conseil scientifique via nos appels à projets. Et ensuite, nous avons conduit un travail avec nos ressources propres. Nous avons mené une enquête, en fait, pour identifier à la fois des recherches récentes, des expertises de terrain et des pratiques fécondes, ceci depuis 2020. Et tout ceci nous a conduit à partager ces apports dans un dossier thématique, donc intitulé « Protéger les enfants et les adolescents de la prostitution ». Cette publication, dont vous trouverez des exemplaires sur la table à l'entrée, et puis bien sûr qui est toujours disponible sur Internet, c'est en fait le fruit d'une centaine d'échanges, de rencontres qui nous ont permis d'affiner notre analyse progressivement. Vous avez à l'écran les catégories de professionnels qui ont été rencontrés, qui ont contribué au dossier. Nous avons aussi rencontré des jeunes concernés puisque nous nous sommes déplacés dans certains services. Donc ce dossier thématique, il s'est organisé en 2 volets et il regroupe en tout 27 contributions sous des formes d'articles, d'interviews ou de restitutions d'expériences. Le premier volet est sorti en avril 2021 et il entendait répondre au plus vite à un besoin de clés pour comprendre le phénomène. Il montrait aussi les premières mobilisations des acteurs qui étaient alors plutôt précurseurs sur ce terrain-là. Le volet 2 est paru en novembre, donc très récemment, en novembre dernier. Il porte davantage sur la prévention et la prise en charge. On y décrit notamment plusieurs expériences inspirantes qui peuvent répondre à un besoin des acteurs à un moment où, notamment la loi du 7 février 2022, et on le sait aussi, certains volets de la contractualisation demandent au département de s'équiper finalement pour accompagner les mineurs victimes de prostitution, mineurs réputés en danger. En effet, il faut resituer ça dans le contexte du plan national de lutte contre la prostitution que vous connaissez, qui a été lancé à l'automne 2021, qui mobilise quand même 9 ministères, 14 millions d'euros, qui prévoit 14 millions d'euros et 13 actions. Alors, on ne va pas tout détailler de ces actions, bien sûr, mais ça prévoit notamment des actions de formation, notamment au repérage, et ce sont des actions de formation et de sensibilisation auxquelles nous pouvons participer. C'est un plan qui prévoit aussi une campagne de sensibilisation et de prévention qui renvoie vers le 119 dont vous avez certainement eu connaissance. Et à cet égard, on peut noter que le 119 va ouvrir en janvier 2023 une plateforme d'écoute spécialement dédiée à la prostitution des mineurs, que le 119 aura aussi en charge d'effectuer un maillage territorial en lien avec l'association Droits d'enfance pour accompagner les conseils départementaux et aider à structurer les dispositifs par un partage des ressources. Et d'ailleurs, je signale qu'à ce sujet, un COPIL sera prochainement organisé avec des départements. Et donc là aussi, il y a une articulation entre le 119 et l'ONPE sur ce sujet-là. Et par conséquent, nous pensons que pour les départements qui doivent penser ou refonder leur offre d'accompagnement liée à la prostitution des mineurs, les apports du volet 2 pourront être particulièrement utiles. De façon plus globale, dans le dossier thématique, je rappelle qu'on peut trouver des éléments donc, sur, bien sûr, le cadre légal, qu'il est important que tout le monde maîtrise, sur les réponses judiciaires qui sont apportées, sur l'organisation des nouvelles formes de prostitution et de proxénétisme, dont Émilie a appelé les grandes lignes et les grandes évolutions. On est de plus en plus loin du schéma de la prostitution de rue qu'on avait en tête. Le dossier thématique parle également des espaces à haut risque que sont la fugue et les réseaux sociaux pour la prostitution. Le dossier thématique revient longuement sur le profil des adolescents victimes. On y voit que ça concerne des mineurs de tout milieu, mais dans leur grande majorité, mais il a dit également des mineurs présentant des facteurs de vulnérabilité que l'on connaît bien maintenant.
Le dossier revient aussi sur les signes qui doivent alerter, avec l'idée de raisonner selon un faisceau d'indices et par exemple de ne pas uniquement s'appuyer sur des signes extérieurs d'enrichissement qui ne sont pas toujours présents en fait dans ces différentes formes de prostitution, ce qui peut être un peu piégeux pour le repérage. Bien sûr, le dossier revient sur l'impact de la prostitution et également sur les enjeux de la prévention, les champs de prévention mobilisables, les différentes pratiques de prévention. Des mobilisations départementales sont également exposées. Il y a certains territoires qui ont beaucoup d'antériorité sur le sujet, ou au contraire certains territoires qui commencent à se mobiliser. Et on voit que les départements se mobilisent différemment et en faisant appel à des réseaux différents. Et puis bien sûr, il revient sur des pratiques et des dispositifs d'accompagnement, alors de diverses natures, puisqu'on sait qu'il faut tout un panel de types de réponses pour répondre à des besoins qui sont finalement très différents selon les moments et selon les adolescents concernés. Et bien sûr, le dossier thématique, pour faire le lien avec ce que nous venons d'évoquer, revient aussi largement sur la part du soin et les besoins de soins très particuliers de ces adolescents qu'il faut également prendre en compte. Alors, on ne va pas tout détailler ici sur le contenu du dossier thématique, mais voilà en gros ce que vous pouvez trouver dans ces 2 volumes. À ce dossier, nous savons quand même qu'il fait un certain nombre de pages et que nous avions besoin d'éléments pour permettre une appropriation et pour guider les personnes à l'intérieur qui voudraient accéder à certains éléments du dossier. Donc nous avons ajouté des formats synthétiques. D'abord une capsule vidéo de 6 minutes, même pas 6 minutes, sous la forme d'une interview où en fait nous apportons un premier niveau d'information. Ça permet donc d'avoir une idée à la fois des enjeux et de se représenter ce qu'on va pouvoir trouver dans les différentes parties du dossier thématique. Et ensuite, on propose aussi 2 fiches très synthétiques que vous pouvez vous procurer aujourd'hui. Enfin, dans l'ensemble des documents, d'ailleurs, vous pouvez les procurer à la table de documentation. Ces fiches, elles sont surtout utiles à des professionnels, mais elles peuvent aussi intéresser des personnes qui se soucient de ce sujet. La première fiche, je sais qu'on ne voit rien à l'écran, mais elle va aider à comprendre le danger et le besoin de protection. Elle va expliciter les facteurs de risque, les cercles vicieux à l'œuvre. Elle permet de mieux comprendre à quoi on a affaire quand on parle de prostitution et de déconstruire aussi le discours écran que peuvent avoir les jeunes quand ils disent « je gère, je sais ce que je fais, laissez-moi tranquille », etc. Elle explique aussi pourquoi ces adolescents peuvent être dans ces postures. La deuxième fiche va donner des repères pour l'accompagnement. On y présente les acteurs ressources, les dispositifs ressources, ainsi que les temporalités et les principes d'accompagnement. C'est ici les 4 verbes clés qu'on doit avoir en tête si on souhaite prendre en charge des mineurs victimes. Puisqu'un des points de départ, ça peut être d'essayer de définir ce qu'on entend par accompagner et ce que va impliquer accompagner des mineurs en situation de prostitution. Donc c'est un peu ce que disait Flore en introduction. L'objectif de ces fiches, il est double. Elles peuvent permettre d'entrer dans le sujet, donc de se représenter ce qu'on va pouvoir trouver dans le dossier thématique. Et elles peuvent aussi servir en aval de la lecture pour aider à se remémorer les points importants, les principaux enseignements de ces dossiers thématiques. Et je dirais même qu'à ce titre, ce sont des supports qui peuvent permettre la discussion autour de ces sujets, par exemple en équipe. Donc si un cadre a lu le dossier thématique et souhaite faire travailler ses équipes sur le sujet, ça peut être un support utile à avoir en main pour les uns et pour les autres, ou à l'inverse, si un professionnel d'un ODPE veut sensibiliser son cadre sur le sujet prostitution, ce sont pareil des outils qui pourront être utiles. Par contre, donc pour toutes ces discussions un peu institutionnelles, stratégiques, c'est intéressant d'avoir des supports comme ça, qui sont des supports intermédiaires. Par contre, ces fiches n'épuisent pas toute la connaissance du sujet. Nous les avons voulu complémentaires d'autres outils qui existent sur la prostitution des mineurs. L'objectif n'est vraiment pas de rajouter à l'existant, si l'existant en matière d'outils est conforme à la compétence, aux connaissances disponibles. Donc il existe d'autres choses que nous n'avons pas produites puisqu'elles sont déjà cohérentes, comme des grilles de repérage ou d'autres choses. Et puis, en fait, tout ce que je viens de décrire là, ça s'inscrit dans une démarche d'aide à l'appropriation des connaissances dans laquelle nous sommes engagés, sans doute avec un peu plus d'acuité depuis quelques années. Ça a toujours été l'idée, mais vous avez vu avec la présentation des différents supports
qu'il y a un vrai travail à cet égard chez nous. L'idée, c'est vraiment de rendre ces connaissances plus accessibles, mais sans sacrifier l'expertise et le travail de fond, puisque les documents socles existent toujours, et ce sont eux qui vont permettre une information à la fois précise et complète, dont vous avez besoin quand vous travaillez réellement sur ces sujets. Et puis en dehors, on souhaitait dire que ce transfert de connaissances, il s'incarne dans le partage d'expertise, puisque depuis que nous travaillons sur ce sujet, par exemple, nous sommes régulièrement sollicités dans des instances nationales. Par exemple, le groupe de travail interministériel ayant donné naissance au plan de lutte, nous y avons été invités, nous avons partagé notre expertise et donné nos avis. Localement, nous sommes invités régulièrement par les départements qui veulent sensibiliser les acteurs de leur territoire, qui souhaitent mettre en place des réflexions stratégiques ou même organiser des recherches, auquel cas, dans ce cas-là, on peut participer à des conseils scientifiques pour voir comment localement il pourrait être intéressant de produire une recherche qui n'existe pas déjà et comment on peut avoir des résultats intéressants. Et puis on intervient aussi dans des réseaux professionnels, l'ENM, le NPJJ, le réseau des acteurs du soin, sur des sessions de sensibilisation ou de formation. Donc Madame Ablancourt va en parler justement, puisqu'elle évoquera ce qu'on peut lui apporter, non seulement nos publications, mais aussi nos collaborations, ces moments d'échange et de rencontres. On a conscience que là, avec ce temps de présentation, on ne peut pas rentrer dans le fond du sujet, c'est impossible de l'épuiser, mais évidemment, on se tiendra disponible pour répondre à des questions si vous en avez. Mais je vous donne d'abord la parole, on prendra toutes les questions ensemble. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais essayer de vous décrire la collaboration que nous avons eue avec l'ONPE et le département des Hautes-Pyrénées autour de la prostitution des mineurs. Alors, c'est vrai que cette problématique, étant un département petit, rural, on avait l'illusion que ça se passait ailleurs. Jusqu'au jour où on a, dans le cadre d'instances à la fois de l'ODPE, puisque moi j'anime un atelier sur les jeunes à difficultés multiples qui réunit tous les acteurs de la protection de l'enfance, mais aussi élargi, puisque nous avons l'éducation nationale chez des représentants de gendarmerie, police, les services de secours, etc., l'ARS, et dans une autre instance qui est une commission départementale des jeunes en grande difficulté qui réunit mensuellement tous les cadres, tous les personnels d'encadrement de la protection de l'enfance, jusqu'au jour où est apparue ces situations, et notamment dans la commission départementale, puisque là on étudie des situations concrètes de jeunes, est apparu des profils de jeunes qui vraisemblablement étaient dans des comportements de prostitution. Et dans le même temps, l'ONPE a sorti son premier volet sur la prostitution des mineurs et le plan national de lutte contre la prostitution. Et fort de ces deux supports, moi j'ai commencé à aborder cette question-là dans le cadre des ateliers de l'ODPE. J'ai parlé évidemment du volet 1 qui était sorti en 2021, j'ai parlé du plan national et on a commencé à culturer un peu tous les professionnels et les personnels d'encadrement sur cette problématique-là. Je suis venue l'année dernière au séminaire technique 2021 parce que j'avais quand même en tête la nécessité vraiment de sensibiliser les professionnels à cette problématique-là. Donc j'ai échangé avec l'ONPE et demandé si une collaboration était possible pour essayer d'aborder cette problématique dans notre département. Donc, ce qu'on avait repéré de ces jeunes, nous, qui sont alors principalement accueillis en protection de l'enfance, mais depuis le colloque, pour le coup, ça délie les langues. Et on s'aperçoit que même chez des jeunes des jeunes peuvent être repérés, par exemple, dans le milieu scolaire. Mais jusqu'à maintenant, vraiment, c'était pas abordé. Je crois que c'était une thématique qui fait peur, une problématique qui fait peur à tout le monde. On pouvait observer des jeunes qui étaient accueillis en protection de l'enfance, qui avaient des profils abandonniques, des profils de vécu, de violences subies, physiques, sexuelles, psychologiques, qui pouvaient être victimes de violences conjugales, qui avaient des traumas comme ça, non résolus, et qui n'avaient pas été pris en charge dans le cadre de leur accueil ou de leur accompagnement. Des jeunes qui étaient aussi isolés familièrement, où la famille était vraiment présente ou alors très loin, qui étaient isolés, des jeunes en situation de déscolarisation très souvent, ou alors avec des ruptures multiples
des établissements scolaires qui présentaient vraiment des vulnérabilités multiples et complexes du fait de leur parcours de vie. Des jeunes qui n'arrivaient pas et qui n'arrivent pas à se projeter dans un avenir, dans une quelconque insertion professionnelle, des jeunes qu'on a du mal à accrocher, qui fuguent très régulièrement. Alors ce qui est assez étonnant, ils peuvent dire de toute façon on n'a plus confiance dans la parole de l'adulte, mais qui en même temps, quand ils fuguent, leur lieu d'accueil reste quand même un lieu repère. Ils peuvent régulièrement donner de leurs nouvelles et revenir après leur période de fugue. Des jeunes aussi qui sont très souvent dans des consommations excessives de cannabis, de toxiques ou d'alcool. Et donc les premiers constats qu'on a pu repérer dans ces instances-là où on échangeait sur les problématiques alors adolescentes au sens large et de façon plus ciblée sur la prostitution des mineurs, c'est vraiment le constat qu'on a fait, c'est la limite des dispositifs de protection de l'enfance classique, à savoir que le placement, qui est notre référence en protection de l'enfance, n'est plus protecteur. C'est des jeunes qui partent, qui fuguent, alors des fois on sait à peu près où ils sont, mais pas toujours, qui peuvent quitter le département, la région, revenir de temps en temps et repartir, ou alors fuguer et être dans la rue. Donc vraiment le dispositif de placement qui n'est plus adapté, nos pratiques classiques d'accompagnement éducatif qui n'est plus non plus adaptées. On a pu, dans le cadre du colloque et l'après-midi qu'on avait fait, des professionnels pouvoir témoigner d'aller à la rencontre des jeunes dans la rue. Voilà, vraiment un accompagnement éducatif hors les murs, puisqu'on sent bien qu'à l'intérieur des murs, c'est compliqué. Et un autre constat, vraiment une difficulté pour les professionnels à voir, à nommer, à reconnaître que des jeunes pouvaient être dans des comportements de prostitution. Et vraiment une méconnaissance. Et alors ça a été assez criant quand Mme Coll a présenté les vecteurs de la prostitution et notamment tous les outils numériques. Après le colloque, j'ai des professionnels qui m'ont interpellée en me disant mais en fait c'est des outils qu'on ne maîtrise pas, donc du coup on n'y va pas, on ne les regarde pas, on les laisse loin. Et le colloque leur a fait vraiment prendre conscience de situations à laquelle ils sont passés à côté. Voilà. À côté de probablement des jeunes qui étaient dans des comportements de prostitution. Et donc pour répondre à tous ces constats-là, a vraiment germé l'idée d'organiser une sensibilisation de tous les professionnels du département. Alors pas uniquement protection d'enfance, puisque moi j'y ai convié à ce colloque. Alors donc on l'a animé avec Mme Coll et Monsieur Lebris, qui est directeur d'une association qui accueille des jeunes vraiment inscrits dans des réseaux très organisés de prostitution. Donc tous les deux sont intervenus à ce colloque et donc y ont été conviés et ont participé tous les professionnels, que ce soit de la protection de l'enfance au sens strict du terme, mais l'animation. Moi j'avais convié tous les professionnels d'animation, les professionnels qui interviennent dans les GIP politiques de la ville, quartiers prioritaires, dans les points parents, points jeunes. Il y avait bien sûr la gendarmerie, la police, la justice. Enfin bon, vraiment tout ce qu'on peut penser de prévention et protection de l'enfance au sens le plus large possible. L'objectif était vraiment de sensibiliser tous ces professionnels et apporter des éléments de compréhension, déjà définir ce qu'était la prostitution, puisque dans la représentation de certains professionnels, c'était encore la prostitution de rue. Donc là, vraiment, Mme Coll a vraiment défini ce qu'était la prostitution des mineurs aujourd'hui, ce qu'elle pouvait être. Elle a apporté des éléments de compréhension du phénomène, des éléments de repérage, de modalités de réponse et d'accompagnement à apporter aux jeunes à risque, ou déjà inscrits dans des comportements de prostitution. Donc bon, pour préparer toute cette journée qu'on a construite avec Mme Coll, on a pu se faire plusieurs réunions en visio et on a dessiné un peu cette journée et on l'a pensée vraiment sur une matinée réservée aux professionnels de terrain,
sur la question de la prostitution des mineurs. Et l'après-midi, on l'a consacré c'était à un niveau plus stratégique, puisqu'ont été conviés à ce temps-là tous les membres de l'atelier de l'Observatoire sur les jeunes à difficultés multiples et tous les membres de la commission départementale des jeunes en grande difficulté, qui sont des personnels d'encadrement, où là, l'objectif était vraiment de construire une réflexion autour de cette problématique-là et comment on pouvait travailler en réseau sur notre département. Alors, on a la chance d'être un petit département, donc ça n'a pas que des avantages, mais on a cet avantage-là de tous se connaître et de tous travailler ensemble assez facilement. Donc, lors de cette journée, on a aussi, et c'était important, le préfet qui a introduit cette journée et a rappelé combien, au regard de la dernière loi de 2022 et du plan national de lutte contre la prostitution des mineurs, combien les mineurs qui étaient dans des comportements de prostitution étaient des mineurs à protéger, victimes, et qu'à ce titre-là, on avait nous, les départements, toute notre place. Donc c'est vrai que il y a eu des échanges sur cette matinée et sur cet après-midi consacré à la prostitution des mineurs. Les professionnels ont pu s'exprimer, ils ont pu aussi comprendre combien ils étaient éloignés même du vocabulaire, tout simplement, de ces jeunes qui étaient dans des comportements de prostitution. On a découvert des termes qu'on ne connaissait pas, nous, puisqu'on avait laissé ça très loin. Et donc, alors, ça a bougé beaucoup, ça a bousculé beaucoup les professionnels. Moi, j'ai eu des retours en disant ça a été très intéressant, mais pas facile à entendre, pas facile à prendre conscience qu'on était passé à côté de certaines situations. Mais ça a eu ce mérite de pouvoir lancer vraiment un travail de réflexion autour de cette problématique-là. Donc moi, des professionnels sont venus m'interpeller suite au colloque en me disant il faut qu'on continue cette réflexion-là, il faut qu'on mette en place des choses, il faut qu'on travaille ensemble. Et donc on a commencé certaines actions. On a pu aller rencontrer avec certains professionnels, certains membres de l'ODPE, le groupement de gendarmerie, qui était intervenu d'ailleurs au moment du colloque en disant mais nous on est à disposition pour venir réfléchir avec vous sur les domaines de compétences de chacun. Puisque ce capitaine de gendarmerie nous avait dit attention de ne pas aller trop loin dans vos recherches quand vous avez un jeune où vraisemblablement vous pensez qu'il est dans des comportements de prostitution, n'allez pas trop y voir du côté de ces outils numériques parce que vous prenez vous-même des risques. Voilà, on a amorcé un travail avec eux sur vraiment définir les domaines de compétences de chacun. Donc on va continuer cette action-là. On a aussi un autre objectif, et ça on va le travailler dans le cadre des réunions quadripartites que l'on a avec le parquet, les JE, la PJJ et nous-mêmes. On a d'ailleurs une réunion demain matin et on va continuer ce travail-là pour protocoliser la question des fugues, puisque nous avons des jeunes qui fuguent, et comment accompagner le retour, à la fois pendant et surtout le retour, nous au niveau de l'accompagnement éducatif, au sein des structures et des lieux d'accueil, mais aussi avec les personnels, les professionnels et les forces de l'ordre, gendarmerie et police. Alors bon, c'est abordé dans la question des fugues et comment il est nécessaire d'accompagner ces adolescents-là. C'est abordé dans votre volet, dans votre dossier thématique, et on va bien sûr s'appuyer dessus. On a aussi, moi j'ai été interpellée suite au colloque, puisque avait été invité, et du coup présent, un membre de l'Observatoire qui est représentant de l'Ordre des médecins, et donc il m'a interpellée suite au colloque en disant il faut aussi qu'on travaille ensemble sur le mal-être des adolescents, au sens large, mais plus particulièrement sur la prostitution des mineurs. Donc je suis allée les rencontrer, et puisque eux, leur objectif est de pouvoir communiquer, et notamment auprès des médecins généralistes, qui sont quand même assez frileux sur toutes ces questions de protection de l'enfance, comment les sensibiliser à la protection de l'enfance au sens large, mais aussi à ces problématiques plus spécifiques des adolescents, puisqu'ils ont le projet de
d'élaborer un support de communication auprès des médecins. Donc moi, je vais m'appuyer sur vos fiches synthétiques et à la fois nous sur nos circuits d'informations préoccupantes pour les aider à pouvoir communiquer auprès de leur personnel médicaux. Autre action qui va se développer, et là on est en marche là-dessus, donc on parlait de la question de la santé des enfants protégés tout à l'heure, à l'instant là, et nous on a la chance d'avoir au niveau de l'aide sociale à l'enfance, alors pas un médecin référent ciblé tel, mais on a quand même un médecin qui est rattaché à la PMI mais qui exerce au niveau de l'aide sociale à l'enfance, on a une infirmière, et on a une sexologue. Et donc on va développer, alors pour le moment auprès des jeunes qui sont accueillis au foyer de l'enfance, mais on va le développer sur les jeunes qui sont accueillis en accueil familial et après aussi au niveau des maisons d'enfants, toute une approche de la santé. Et moi j'ai sensibilisé mes collègues qui vont mener ces actions-là sur la question de la prostitution des mineurs, puisque vous le décrivez très bien dans votre volet 2, sur l'approche de la santé qui peut être une porte d'entrée auprès des jeunes qui sont dans des comportements de prostitution, parce que vous avez bien expliqué que si on y va frontalement en disant vous êtes dans des comportements de prostitution, les jeunes bien sûr vont s'en défendre. Donc on va prendre tout ce volet santé de façon globale sur la démarche de prendre soin, sur cette relation au corps, sur la question du consentement, de la contraception, etc. pour aussi approcher ces jeunes qui sont dans des comportements de prostitution. Suite au colloque, on a été approché par un groupe d'étudiants en Master 1 sur une formation d'encadrement des structures sociales et médico-sociales qui souhaitent travailler et qui travaillent, puisque ça y est, ils démarrent, un projet tutoré sur la question de la prostitution des mineurs. Donc on va le co-porter avec l'UDAF du département et l'ODPE. Donc ils vont effectuer un diagnostic territorial au niveau de notre département sur la prostitution des mineurs. Alors ça ne va pas être évident, hein, puisqu'on sait bien que les données chiffrées, on n'en a pas tant que ça. Donc ils vont rencontrer à la fois des professionnels qui accueillent, enfin, des lieux d'accueil. Ils vont rencontrer aussi mes collègues de la CRIPS pour des données chiffrées, les instances judiciaires, les forces de l'ordre, etc., pour essayer de faire ce diagnostic territorial. Ils vont, ce qu'on leur a demandé aussi, c'est de pouvoir, à partir des supports qui existent, alors c'est les fiches synthétiques produites par l'ONPE, mais pas que, à partir des supports qui existent sur des supports de sensibilisation de la problématique des prostitution des mineurs, de pouvoir, eux, créer pour essayer de synthétiser un peu tous ces supports-là et créer un support qu'on va mettre à disposition des associations familiales qui dépendent de l'UDAF, mais aussi nous, les professionnels, pour continuer cette sensibilisation autour de cette problématique-là. Et on va essayer dans chaque structure qui accueille des jeunes, on va essayer de nommer des référents professionnels, enfin des professionnels référents plutôt, et notamment sur toute la question des réseaux sociaux, puisque nous, au niveau de l'ASE, par exemple, j'ai un collègue éduc qui est bien intéressé par tous ces outils-là, et me disant, mais il faudrait qu'on ait un professionnel dans chaque structure référent, et un peu ressource pour la question des réseaux sociaux. Donc, autre chantier. Il va falloir conclure. J'ai fini. Je vous embête, mais voilà, j'aurais vraiment un temps d'échange avec la salle. J'ai vraiment fini. Donc, nous, on va aussi mettre en chantier la loi 2022 sur la question des prostitution des mineurs. Qu'est-ce qu'on fait à notre niveau pour ces jeunes qui sont en danger? Et alors, c'est vrai que tout ce qu'on a mis en place, on a répondu au plan national pour certaines actions du plan national de lutte contre la prostitution des mineurs. On va continuer, notamment en termes de pilotage local, voir comment on peut le construire, et notamment avec ce qu'on appelait la DDCSPP avant, mais qui porte un autre nom depuis quelques temps, mais que je n'ai pas retenu. Donc voilà, on va continuer ce chantier-là, et en tous les cas, merci à l'ONPE d'être venu nous rencontrer, d'être venu, d'avoir collaboré à cette journée-là, puisque
on voit maintenant que ça a des effets auprès des professionnels. Merci.